Bonjour et bienvenue dans Le Crime du Mardi, le podcast d'enquête criminelle aussi captivante que troublante. Un mardi sur deux, laissez-moi vous plonger au cœur d'enquêtes entièrement fictives, mais construites comme de véritables affaires. Ici, tout est inventé, sauf le suspense. Cette semaine, dans Le Crime du Mardi, je vous présente l'affaire Valérie Jonché. Nous sommes le 18 mai 2017, un peu après 18h, lorsque Jean-Philippe Jonché se présente à la gendarmerie de Saint-Paul-sur-Ternoise, dans les Hauts-de-France. Il est mort d'inquiétude, car il est sans nouvelles de sa femme, parti faire son jogging quotidien au petit matin. Il a beau avoir fait le pâté de maison, elle reste introuvable. Plus étonnant encore, son téléphone portable est encore à leur domicile. Les gendarmes ouvrent aussitôt une enquête pour disparition inquiétante et se mettent à la recherche de la sexagénaire. Et malgré des investigations poussées, Valérie Jonché reste introuvable. L'affaire va rester en suspens jusqu'en novembre 2023, du moins jusqu'à la réouverture du dossier par le pôle Cold Case de Nanterre. Mais alors, qu'est-il donc arrivé à Valérie Jonché ? La réponse dans cet épisode inédit du Crime du Mardi. Il est un peu plus de 8h du matin le lundi 13 novembre 2023, lorsque Mathieu Marquis, juge d'instruction, arrive dans les locaux du parquet de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Comme chaque lundi, il commence sa journée par découvrir une nouvelle pile de dossiers qui attendent patiemment sur son bureau afin d'être traités. Il faut dire que depuis l'ouverture du pôle spécial Cold Case en 2022, les dossiers ne font que s'empiler les uns après les autres. Difficile donc de faire le tri entre les affaires que l'on juge possible d'élucider et celles dont les chances d'aboutir à une issue positive sont proches de zéro. Car, oui, c'est en effet la mission principale du pôle Cold Case. S'attaquer aux enquêtes jamais élucidées, rassemblant suffisamment d'éléments pour permettre aux enquêteurs de tout reprendre à zéro. C'est ainsi qu'en cette journée du 13 novembre, le juge Marquis découvre le dossier Jonché, resté non élucidé depuis 2017. Le dossier, constitué par les proches de la victime et par un avocat dont c'est la spécialité, semble rassembler suffisamment d'éléments pour l'ouverture d'une nouvelle enquête. Il faut dire que dans l'affaire Jonché, les éléments troublants ne manquent pas. Fallait-il encore que les enquêteurs de la première enquête se donnent la peine d'aller jusqu'au bout des éléments. Pour tout comprendre à cette nouvelle enquête inédite, il nous faut remonter au dimanche 16 avril 2017. Il est 19h passées lorsque Jean-Philippe Jonché se présente à la gendarmerie de Saint-Paul-sur-Ternoise. Il est aussitôt reçu par l'inspectrice Joséphine Bouvard qui recueille son témoignage et ses premières inquiétudes. L'homme, assis face à elle, est terrorisé. Il affirme que sa femme s'est évaporée depuis la fin de matinée. Alors, afin de mieux comprendre ce qui a pu se passer, elle lui demande de raconter en détail, heure par heure, cette journée du 16 avril. Et ce qu'il s'apprête à lui dire ne va pas la rassurer davantage. Jean-Philippe Jonché commence par lui raconter le tout début de sa journée. Comme chaque jour, il se réveille aux aurores, puis se lève. Il ne parvient plus à se souvenir de l'heure exacte, mais se montre très précis quant au fait que le jour ne soit pas encore tout à fait levé. Il embrasse sa femme, qui s'apprête justement à se lever à son tour afin de prendre son petit déjeuner dans la cuisine. Il se fait écouler un café et grimpe sans tarder dans son véhicule pour rejoindre leur écurie, située à 2 km du domicile des Jonché. Cela fait plusieurs jours qu'il avait prévu de s'occuper de ranger l'atelier, situé tout près de l'écurie, qui ne sert plus qu'à entreposer des cochonneries depuis bien trop longtemps.
Valérie et lui avaient en effet souhaité en faire un atelier de peinture, une passion pour Valérie Jonché. Il indique donc avoir passé la demi-journée à faire le tri et d'être rentré chez lui aux alentours de 11h45. Mais à son arrivée, il est surpris de découvrir la porte d'entrée entr'ouverte. Il pénètre à l'intérieur de son domicile et annonce à sa femme son retour. Il s'attend à la retrouver dans la cuisine à préparer le déjeuner. Mais à son arrivée dans la pièce, la seule chose face à laquelle il se retrouve, c'est une tasse de thé froide et 3 biscottes recouvertes de beurre et de confiture. Il appelle sa femme à plusieurs reprises et fait le tour du domicile. Mais Valérie reste introuvable. Elle n'est ni dans la buanderie, ni dans l'une des 3 chambres à l'étage, ni dans le grand jardin dans lequel elle aimait pourtant passer du temps à jardiner. Jean-Philippe Jonché, paniqué, décide alors d'appeler sa femme sur son téléphone portable. Et ce dernier se met bel et bien à sonner. Le problème, c'est qu'il se trouve encore dans l'un des placards du meuble de l'entrée. Il ne sait l'expliquer, mais il est certain que quelque chose de dramatique vient de se passer. Face aux oreilles attentives de l'inspectrice Bouvard, Jean-Philippe Jonché indique qu'après avoir fait le tour de sa propriété, il s'est lancé dans un tour complet de la résidence. Il a demandé à chacun des voisins qu'il a croisés si Valérie avait été aperçue quelque part. Mais Jean-Philippe Jonché reconnaît avoir dû se rendre très vite à l'évidence. Sa femme a disparu. Elle ne serait jamais partie sans son portefeuille et son téléphone portable, toujours rangés dans le meuble de l'entrée. Et comment aurait-elle fait pour partir sans sa voiture, toujours garée dans l'allée qui mène au pavillon? Face à toutes ces informations, l'inspectrice de la gendarmerie hésite. Elle ne peut ignorer l'hypothèse d'une disparition volontaire. Elle va alors lui demander plusieurs informations sur Valérie, comme par exemple la tenue qu'elle portait le matin de sa disparition. Car oui, après mûre réflexion, elle décide tout de même d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante et de débuter les premières investigations. Qui sait, peut-être que quelque chose de grave s'est produit au domicile des Jonché. À la gendarmerie de Saint-Paul-sur-Ternoise, les investigations débutent. Tandis que l'inspectrice Bouvard s'attarde à l'analyse des données reçues à sa demande, un second officier commence par interroger les proches de la disparue. Il est donc amené à entendre les enfants du couple, Rebecca et Franck Jonché, âgés de 42 et 36 ans. Ce que souhaitent découvrir les enquêteurs, c'est si leur mère a déjà fait part d'une envie quelconque de disparaître ou de quitter leur père. Mais pour les enfants du couple, tout allait très bien chez les Jonché. Valérie a pris sa retraite 1 an plus tôt, en 2016. Et depuis, le petit couple semble couler des jours heureux dans une maison qui leur a demandé toute une vie à construire. Face à ces déclarations, difficile de comprendre les raisons qui auraient poussé leur mère à disparaître du jour au lendemain. Face aux inquiétudes lisibles sur le visage de l'officier en charge de recueillir leurs témoignages, les enfants Jonché reconnaissent se préparer au pire, certains que quelque chose de grave s'est produit. D'ailleurs, tous les autres témoignages recueillis par les enquêteurs rejoignent les dires de Rebecca et Franck Jonché. Valérie et Jean-Philippe Jonché forment un couple très heureux et fusionnel, qui a d'ailleurs du mal à se passer l'un de l'autre. Dans le cas d'une disparition volontaire, quelles auraient été les raisons de Valérie Jonché pour disparaître? Face à tous ces témoignages, les enquêteurs doutent de plus en plus à l'hypothèse de la disparition volontaire. Et s'il ne s'agissait finalement pas d'un enlèvement, ou pire encore, d'un meurtre? De son côté, Joséphine Bouvard piétine. Aucune des données analysées ne laisse se dessiner une hypothèse plus qu'une autre. Il n'a été relevé aucun mouvement sur les comptes bancaires de Valérie Jonché, ainsi que sur celui du couple. Quant à son téléphone portable,
il borne toute la matinée du 16 avril à son domicile, situé à Marquet. Face à tous ces cul-de-sac, l'inspectrice ne désespère pas pour autant. Il lui reste après tout l'analyse du domicile des Jonchée, dans lequel de nombreuses empreintes digitales ainsi que de l'ADN ont été prélevées. En attendant qu'un nouvel élément permette à l'enquête d'avancer, l'inspectrice n'a pas d'autre choix que de passer à une nouvelle affaire. Nous sommes 5 mois après la disparition de Valérie Jonchée. Et aussi fou que cela puisse paraître, aucun nouvel élément n'a permis aux enquêteurs d'imaginer un scénario ou même d'effectuer des recherches plus poussées. Et cela, malgré les différentes battues organisées par la famille de la disparue. Pour l'inspectrice Bouvard, sans une nouvelle preuve évidente, il est très peu probable que l'on découvre un jour ce qui est arrivé à la jeune retraitée. Pourtant, 4 individus sont certains du contraire. Rebecca et Franck Jonchée, les enfants du couple, ainsi que René Vasseur et Charles Mallet, le frère et la sœur de Valérie Jonchée. Ces derniers sont persuadés que la réponse se trouve juste sous leur nez. Alors, pendant des mois, ils ne vont cesser de remuer ciel et terre afin de comprendre ce qui a bien pu arriver à celle qu'ils aiment tant. Et c'est ainsi que le 19 septembre 2017, soit près de 5 mois après la disparition de Valérie Jonchée, qu'ils font une découverte qui va peut-être tout faire basculer. Il est 9h30 du matin, le mardi 19 septembre, lorsque René Vasseur et Charles Mallet pénètrent dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Paul-sur-Ternoise. Ils sont impatients à l'idée de partager avec l'enquêtrice Joséphine Bouvard la piste sur laquelle ils travaillent depuis plusieurs jours. En effet, après la publication de nombreux avis de recherche sur Internet, il se pourrait bien que Valérie Jonchée ait enfin été retrouvée. Le corps d'une femme, jusque-là resté non identifié et entreposé à la morgue du centre hospitalier de Lens, pourrait correspondre à celui de Valérie Jonchée. Les proches de la disparue souhaitent donc procéder à une identification du corps. Alors face à leur demande, l'inspectrice Bouvard leur annonce que la procédure n'est pas simple, mais qu'elle va tout de même en faire la demande. Après tout, peut-être qu'il s'agit là d'une piste solide. Et dans ce dossier, c'est justement ce qu'il manque depuis le début. C'est donc 4 jours plus tard, après une autorisation délivrée par le juge d'instruction, que René Vasseur, Charles Mallet et l'inspectrice Bouvard se présentent à la morgue du centre hospitalier de Lens. Le corps, en très forte décomposition, est difficile à regarder. Mais très vite, le frère et la sœur de Valérie Jonchée réalisent que le corps qui leur est présenté ne peut être celui de Valérie. Cette dernière ne possédait aucun tatouage sur le corps, contrairement à l'inconnu de la chambre froide. Pour les proches de Valérie, c'est un soulagement, car pour l'heure, il reste encore l'espoir de la retrouver vivante. Nous sommes le vendredi 25 mai 2018. À l'intérieur, le procureur de la République chargé de l'affaire Jonchée s'apprête à rendre sa décision et d'annoncer à la famille ce qu'elle redoute depuis longtemps. Le classement sans suite de l'enquête préliminaire. Il faut dire qu'aucun nouvel élément apporté ces 13 derniers mois n'a pu permettre aux enquêteurs de retrouver la trace de Valérie Jonchée ou même d'être certains qu'il ne s'agisse pas d'une disparition volontaire. À ce jour, les seuls éléments connus permettent d'affirmer que Valérie Jonchée a mystérieusement disparu en date du 16 avril 2017 sans emporter ses papiers d'identité, carte bancaire ou téléphone portable. Aucun mouvement bancaire n'a depuis été détecté, aucune menace n'a pu être identifiée. Aucun des 26 témoignages recueillis pendant plus d'1 an d'enquête n'a permis de mettre les enquêteurs sur une quelconque piste. Et aucune des empreintes ou traces ADN prélevées au domicile des Jonchée n'a permis de mettre en évidence qui ou quoi que ce soit. Faute de preuves,
Le procureur de la République ne peut donc autoriser l'ouverture d'une enquête judiciaire et n'a plus le choix que de classer l'affaire sans suite. Pour la famille de Valérie Jonché, c'est une injustice. Ils se sentent abandonnés par le système judiciaire français. Personne semble s'être vraiment préoccupé du sort de Valérie. Hélas, pour Jean-Philippe Jonché, pour les enfants du couple ainsi que pour Charles Mallet, René Vasseur et tous les autres proches de la jeune retraitée, les raisons de sa disparition resteront probablement à jamais un mystère. Nous sommes 5 ans plus tard, à Nanterre. Assis derrière son bureau, Mathieu Marquis se remémore avec précision les détails de l'affaire Jonché, qui à l'époque a tenu en haleine pendant de longues semaines le peuple français. D'après le dossier qui lui a été présenté, suffisamment d'éléments peuvent justifier la réouverture de l'enquête par le pôle Cold Case de Nanterre. Le juge Marquis décide donc dans un premier temps de recevoir les proches de Valérie Jonché ainsi que leur avocat, Maître Poncelet. Il souhaite entendre les proches de la disparue avant d'aller plus loin dans les investigations. Souhaitent-ils vraiment se replonger dans des semaines ou mois difficiles ? Sont-ils prêts à affronter un non-lieu une fois de plus ? Pour répondre à toutes ces questions, ils se présentent tous dans son bureau le vendredi 17 novembre 2023, en fin de matinée. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que le juge Marquis s'attendait à tout, sauf à ce qu'il s'apprête à entendre de la bouche de Jean-Philippe Jonché. Pour le frère et la sœur de Valérie Jonché, ainsi que pour ses enfants, c'est un soulagement d'apprendre que des enquêteurs spécialisés dans les affaires non élucidées sont sur le point de reprendre les investigations. Mais pour Philippe Jonché, au contraire, la réouverture du dossier n'est pas source de réjouissance. Bien qu'il indique au juge être soulagé que la justice ne laisse pas sa femme tomber dans l'oubli, il reconnaît que ces 6 dernières années ont été terribles. Il indique avoir eu beaucoup de mal à faire son deuil et ne pas être certain de vouloir se replonger dans des mois difficiles. Réouvrir l'enquête obligerait de vieilles blessures à refaire surface. De nouveaux interrogatoires, de nouveaux éléments, de nouveaux questionnements. Il n'a pas la moindre envie d'être confronté une fois de plus à toutes ces épreuves. C'est pour cela, lâche-t-il, qu'il ne souhaite pas que le pôle Cold Case de Nanterre s'intéresse au dossier de sa femme. Il reconnaît que par pur égoïsme, il préfère que le dossier reste ainsi, non élucidé. Pour le juge Marquis, c'est une première. Jamais le conjoint d'une victime disparue n'a manifesté de quelconque réticence quant à la réouverture d'une enquête. Jean-Philippe Jonché aurait-il quelque chose à se reprocher ? Ou bien est-il honnête quant à la difficulté du deuil qu'il ne parvient toujours pas à laisser derrière lui ? Dans un premier temps, le juge d'instruction souhaite analyser à nouveau le premier dossier Jonché. Pendant plusieurs jours, il se concentre donc sur les interrogatoires, les quelques indices relevés et les premières hypothèses émises à l'époque des faits. Pour lui, l'hypothèse de la disparition volontaire est aujourd'hui à exclure. Après 6 années sans la moindre trace de Valérie Jonché, il ne reste que très peu de place pour imaginer qu'elle ait pu décider de disparaître, sans ses papiers d'identité, sans argent et sans jamais n'avoir été repérée sur une quelconque caméra de surveillance. Mathieu Marquis en est donc presque certain, Valérie Jonché est morte et se trouve peut-être encore dans les environs de Marquet. Après tout, personne n'a pu apercevoir Valérie Jonché aux alentours de son domicile le jour de sa disparition, ainsi que le moindre véhicule suspect. Alors, afin de tout reprendre depuis le début, le juge va confier à des enquêteurs chevronnés la mission de réinterroger tous les protagonistes entendus entre avril 2017 et janvier 2018. Il espère ainsi pouvoir pointer du doigt un premier élément qui aurait pu échapper aux enquêteurs de l'époque. Accompagné de 2 enquêteurs habitués à ce genre d'affaires,
Mathieu Marquis commence à interroger à nouveau tous les protagonistes déjà entendus 6 ans auparavant. Les auditions débutent par les enfants du couple Jonché, ainsi que par le frère et la sœur de Valérie Jonché. Tous réaffirment ce qu'ils avaient déjà déclaré à l'époque des faits. Rien ne laissait croire à une certaine urgence de la part de Valérie Jonché à fuir le domicile conjugal. De plus, Valérie était très attachée à sa famille, et plus particulièrement à ses petits-enfants qu'elle aimait par-dessus tout. Tous ces protagonistes qui ont été en contact avec Valérie Jonché dans les jours précédant sa disparition affirment que Valérie se portait tout à fait normalement. Concernant sa relation avec son mari, là aussi les témoignages sont unanimes. Le couple Jonché filait le grand amour. Ils avaient des projets plein la tête, comme ceux de partir en croisière ou de se consacrer à la peinture. La peinture, indique René Vasseur, c'était la passion de sa sœur. Elle rêvait d'exposer ses œuvres dans une galerie et espérait bien profiter de sa retraite pour accomplir ce rêve. Pour les enquêteurs, il faut désormais aller chercher encore plus loin. Peut-être qu'un élément clé se cache dans l'un des témoignages des 22 autres personnes. Nous sommes le mercredi 29 novembre 2023. Les enquêteurs du pôle Cold Case de Nanterre s'apprêtent à recevoir dans leurs locaux Josiane Boudon, une amie très proche de Valérie Jonché. Cette dernière, avant de se raviser, avait tenu à l'époque des faits des propos à l'encontre de Jean-Philippe Jonché. Des propos lourds d'accusations. Les enquêteurs souhaitent donc comprendre les raisons du retrait de ces déclarations. A-t-elle été victime d'intimidation ? A-t-elle réellement douté de ce qu'elle a pu voir ce soir-là ? À son arrivée dans le bureau du juge Marquis, elle ignore encore que son témoignage risque de tout faire basculer. Josiane Boudon est âgée de 72 ans. Elle habite à quelques rues de chez les Jonché et entretient une relation amicale avec Valérie depuis plus ou moins 20 ans. Elle a d'ailleurs, depuis la fenêtre de sa chambre, une vue plongeante sur les écuries du couple. Des écuries qui, depuis la disparition de Valérie, ne cessent de se délabrer. Il faut dire que les chevaux, c'était sa passion à elle et non celle de Jean-Philippe. Ce dernier, indique Josiane, n'a jamais eu la même patience à leur égard. Le juge Marquis interroge aussitôt Josiane Boudon sur ses propos tenus en 2017. À l'époque, elle indiquait être certaine de l'implication de Jean-Philippe Jonché dans la mort de Valérie. Quand on lui demandait la raison de cette pensée, elle précisait n'avoir jamais su lui faire confiance. De plus, elle affirmait l'avoir aperçu au beau milieu de la nuit du 17 au 18 mai 2017, traîné tout près de ses écuries. Les enquêteurs et le juge Marquis sont surpris, car sa déclaration semblait solide. Pourquoi donc être revenu en arrière, compromettant peut-être toute l'enquête ? Josiane Boudon a-t-elle été menacée ou intimidée par Jean-Philippe Jonché à la suite de telles déclarations ? Bien qu'elle reconnaisse un certain charisme très viril chez Jean-Philippe Jonché, elle affirme n'avoir été ni menacée ni intimidée par le mari de son amie. Elle n'était simplement plus sûre d'elle et reconnaît s'être réveillée au beau milieu de la nuit, toujours sous les effets de ses somnifères. La présence de Jean-Philippe Jonché aux écuries la nuit suivant la disparition de sa femme n'était peut-être qu'une simple hallucination. Mais les enquêteurs en sont certains. Ils tiennent quelque chose. Entre ces réticences à la réouverture de l'enquête et désormais les déclarations troublantes de Josiane Boudon, ils se doivent de creuser encore un peu plus. Mais avant d'aller plus loin, ils vont revoir toutes les déclarations recueillies en 2017 ayant un lien direct avec Jean-Philippe Jonché. C'est ainsi qu'ils tombent sur un élément essentiel dans les dires de l'un de ses collègues de travail, Amir Badawi.
Amir Badaoui est un ancien collègue de travail de Jean-Philippe Jonché. Ils se sont rencontrés sur divers chantiers aux alentours de la ville de Marquet. Au fil des années, les deux hommes ont même fini par développer une amitié très fusionnelle, articulée autour d'une passion commune, la chasse. En effet, ils se rendaient chaque semaine à la chasse, un sport que Jean-Philippe Jonché apprécie tout particulièrement. Dans sa déclaration de 2017, Amir Badaoui précisait qu'il avait d'ailleurs une certaine admiration pour la collection d'armes à feu de Jean-Philippe Jonché. Les enquêteurs décident d'effectuer quelques recherches supplémentaires et découvrent qu'en plus du fait de détenir un permis de chasse depuis 1977, Jean-Philippe Jonché figure parmi les meilleurs chasseurs de sa région. Un profil bien différent de celui qui s'est dessiné jusque-là. Amir Badaoui est alors aussitôt convoqué au parquet de Nanterre afin de préciser ses déclarations de 2017. À l'arrivée d'Amir Badaoui dans les locaux du parquet de Nanterre, ce dernier réalise aussitôt qu'il ne va pas s'agir là que d'un simple échange cordial. Les enquêteurs sont bel et bien décidés à en savoir davantage sur le profil de Jean-Philippe Jonché. Bien qu'à l'époque sa déclaration reposait uniquement sur sa relation avec Valérie Jonché, elle est aujourd'hui bien plus orientée sur le mari de la disparue. Première information capitale à sortir de la bouche d'Amir Badaoui, c'est qu'il n'est aujourd'hui plus en relation avec Jean-Philippe Jonché. Ce dernier n'a en effet plus jamais remis un pied à la chasse depuis la disparition de sa femme. Il n'a plus jamais répondu favorablement à ses invitations. Quand les enquêteurs lui demandent si Jean-Philippe Jonché avait tendance à être violent ou à se confier au sujet de sa femme ou de son couple, Amir Badaoui nie tout signe de violence de la part de son ami. Il reconnaît cependant avoir eu quelques échanges au sujet de Valérie Jonché. Des conversations concentrées sur les difficultés que le couple rencontrait depuis le début de la retraite de Valérie Jonché. À l'issue de cet interrogatoire, les enquêteurs souhaitent donc dresser de nouvelles hypothèses. Et si Jean-Philippe Jonché était responsable de la disparition de sa femme ? Sa responsabilité n'avait pourtant jamais été remise en cause lors de la première enquête. Mais de nombreux éléments semblent ne pas avoir été analysés à l'époque des faits. Valérie Jonché aurait-elle pu être retrouvée dès 2017 ? Le juge d'instruction décide de passer à la vitesse supérieure. Il ordonne alors aussitôt une analyse poussée des bornages du téléphone de Jean-Philippe Jonché ainsi qu'une étude poussée de ses comptes bancaires. De plus, Jean-Philippe Jonché est immédiatement convoqué au parquet de Nanterre pour répondre aux questions des enquêteurs. Il est depuis peu le suspect numéro 1 dans la disparition et la mort de Valérie Jonché. Jean-Philippe Jonché est reçu à Nanterre le 5 décembre 2023. Son audition doit durer toute la journée. Et bien que pas très favorable à la reprise de l'enquête, il souhaite tout de même apporter son aide aux enquêteurs et rendre justice à sa femme. C'est pour cette raison, dit-il, qu'il répond si vite à la convocation des enquêteurs. Son audition débute donc à 10h dans le bureau 319 du parquet. Le juge Marquis, épaulé par 2 enquêteurs chevronnés, commence par revenir sur sa déclaration tenue en 2017 à la gendarmerie de Saint-Paul-sur-Ternoise. Une déclaration dans laquelle il affirmait être rentré de son écurie à l'heure du déjeuner avant de découvrir son domicile vide, la porte d'entrée entr'ouverte. 6 ans après les faits, Jean-Philippe Jonché réaffirme donc sans aucune hésitation les propos tenus dans sa déclaration de 2017. Face à cela, Mathieu Marquis tient à souligner une première incohérence. Il lui fait part de son étonnement face à l'heure du déjeuner et celle de sa présentation à la gendarmerie, plusieurs heures après la disparition supposée de sa femme. Mais là aussi, Jean-Philippe Jonché réaffirme les mêmes propos que ceux tenus face à la gendarme Bouvard le 16 avril 2017.
Il avait en effet décidé de partir lui-même à la recherche de sa femme avant de se rendre à la gendarmerie. Après tout, peut-être était-elle allée courir et qu'elle avait tout simplement oublié de refermer la porte derrière elle. Mais le juge Marquis ne va pas tarder à mettre Jean-Philippe Jonché face à une seconde contradiction. D'après les premières analyses de son téléphone portable, ce dernier a borné toute la journée à son domicile, et non pas à travers tout le village comme il l'avait si bien indiqué. Pour Jean-Philippe Jonché, rien de surprenant. Il indique ne pas avoir l'habitude de conserver son téléphone avec lui 24 heures sur 24. Des propos qui viennent en contradiction avec ceux tenus par sa propre fille lors de l'audition de cette dernière, qui affirmait pourtant l'inverse. Le juge Marquis détecte dans les yeux de Jean-Philippe Jonché une première lueur d'hésitation qui peut-être est le début d'un dénouement inattendu. Pendant ce temps, à quelques bureaux de là, les analyses sur le bornage du téléphone de Jean-Philippe Jonché et de ses comptes bancaires se poursuivent. Et les enquêteurs sont loin de se douter de ce qu'ils sont sur le point d'apprendre. En effet, il est découvert un second téléphone portable, dont la ligne n'est non pas au nom de Jean-Philippe Jonché, mais de son entreprise. Et bien que son téléphone personnel borne bel et bien à son domicile toute la journée, sa ligne professionnelle, quant à elle, borne à 2 km de là, le 16 avril 2017, tout près des écuries de la famille Jonché, entre 6h07 et 14h34. C'est-à-dire plus de 2 heures après son supposé retour chez lui, à l'heure du déjeuner. Plus surprenant encore, les enquêteurs parviennent à confirmer les propos de Josiane Boudon, puisque le téléphone borne également tout près des écuries, au beau milieu de la nuit du 16 au 17 avril. Mais alors, Jean-Philippe Jonché a-t-il dit toute la vérité ? Serait-il finalement responsable de la disparition de sa femme ? Pour les enquêteurs, toutes les hypothèses sont désormais sur la table. Il ne leur reste plus qu'à mettre la pression sur leurs suspects, une toute dernière fois. Il est un peu plus de 15 heures, le mardi 5 décembre 2023, lorsque Jean-Philippe Jonché est officiellement placé en garde à vue. Il y a désormais suffisamment d'éléments présents dans le dossier pour que Jean-Philippe Jonché soit considéré comme principal suspect. L'homme, très fragilisé depuis la disparition de sa femme, est sous le choc. Il ne comprend pas les raisons qui poussent les enquêteurs et le juge d'instruction à le considérer comme suspect dans la disparition de Valérie Jonché. Il affirme que depuis le premier jour, il n'a cessé de se montrer compréhensif dans cette affaire, et ce, malgré un deuil très difficile. Mais pour le juge d'instruction et les enquêteurs, les zones d'ombre autour de Jean-Philippe Jonché sont encore trop nombreuses. Le juge Mathieu Marquis ordonne aussitôt une perquisition au domicile des Jonché, à Marquet, dans les Hauts-de-France. Même si 6 années se sont écoulées depuis la disparition de Valérie, peut-être restera-t-il encore des indices qui permettraient de comprendre ce qui a pu lui arriver. En attendant, les enquêteurs vont continuer de pousser Jean-Philippe Jonché dans ses retranchements, avec l'espoir de ne pas se tromper. En salle d'interrogatoire, l'heure tourne. Et malgré un début de soirée bien entamé, l'interrogatoire de Jean-Philippe Jonché se poursuit. L'homme, physiquement épuisé, continue de nier en bloc les accusations des enquêteurs. Il assure ne pas être responsable de la disparition de sa femme, à qui il continue de penser chaque jour que Dieu fait. Et même face aux déclarations de son ami Amir Badawi, qui affirmait avoir entendu Jean-Philippe Jonché parler de divorce, ce dernier ne se démonte pas. Il indique avoir, comme tous les couples, été confronté à des jours sans, à des jours où la liberté lui semblait plus importante que l'amour qu'il portait à sa femme. Les enquêteurs décident alors de l'emmener sur un tout autre terrain, celui qu'il a animé pendant de longues années, la chasse.
Il souhaite comprendre les raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à son activité favorite. Mais pour le suspect, la réponse est évidente. Après la disparition de Valérie, il ne se sentait plus capable de traquer et de tuer. Il indique même que malgré une grande passion pour les armes à feu, il n'est plus capable d'en tenir une dans ses mains. Le juge Marquis tique une première fois face à ces déclarations. Quelles seraient les raisons qui l'empêcheraient aujourd'hui de retoucher à une arme à feu ? Aurait-il abattu sa femme avant de faire disparaître son corps ? Serait-il victime d'un stress post-traumatique ? Cela viendrait justifier nombre de ces changements dans ses traits de personnalité. Mais pour l'heure, il est décidé de mettre un terme à la première journée de garde à vue de Jean-Philippe Jonché. Il est reconduit en cellule où il restera jusqu'au lendemain. Mercredi 6 décembre 2023, 8h du matin, à Marquet, dans les Hauts-de-France. 5 véhicules de la gendarmerie, sirènes hurlantes, arrivent au domicile de Valérie et Jean-Philippe Jonché. À l'arrière de l'une d'elles, les mains menottées, le suspect numéro 1 dans la disparition de Valérie Jonché angoisse. Il a en effet conscience que sa maison est sur le point d'être entièrement fouillée. Alors, dès leur arrivée, la perquisition débute sous le regard inquiet de Jean-Philippe Jonché. Les pièces sont fouillées les unes après les autres, tandis que du luminol, un puissant produit permettant de mettre en évidence de quelconques traces de sang, est vaporisé un peu partout à travers le pavillon. Les appareils électroniques sont saisis, tout comme le moindre élément paraissant suspect. Le jardin est fouillé, et des chiens renifleurs sont même dépêchés sur les lieux. Ils vont tenter de mettre le nez sur le cadavre de Valérie Jonché. Pendant ce temps, à 2 km de là, d'autres officiers de la gendarmerie perquisitionnent à leur tour les écuries de la famille Jonché. Et là aussi, du luminol est diffusé un peu partout à travers les lieux, tandis que 2 autres chiens renifleurs, formés dans le pistage des odeurs laissées par un corps en décomposition, font le tour de la propriété. Et justement, l'un d'eux est sur le point de faire une découverte qui va venir faire basculer l'enquête. Jean-Philippe Jonché, les mains toujours menottées, est conduit aux écuries où l'un des chiens renifleurs vient de faire une découverte inédite. Accompagné du juge Marquis et des 2 autres enquêteurs chargés de l'enquête, il est emmené jusqu'à l'arrière de la dépendance dans laquelle Valérie Jonché souhaitait aménager son atelier de peinture. Au fur et à mesure de son avancée, l'angoisse grimpe dans les yeux de Jean-Philippe Jonché. Il sent ses jambes se dérober sous son poids, tandis que ses 6 années de secrets durement gardés sont sur le point de partir en fumée. Jean-Philippe Jonché s'écroule avant même d'atteindre le cabanon et implore le pardon des enquêteurs. Pour tout comprendre à ce point de bascule, il faut remonter à quelques instants avant l'arrivée de Jean-Philippe Jonché aux écuries. Un premier chien renifleur remonte une piste qui semble mener à l'arrière d'un cabanon, situé près de l'un des champs où quelques chevaux profitent du soleil. Le chien marque ce qui semble être un réservoir d'eau de pluie. Alors, avant d'aller plus loin, et afin de venir confirmer la piste de ce premier malinois, les gendarmes décident de faire remonter la même piste au second chien. Et sans la moindre hésitation, ils marquent le même réservoir. Les gendarmes décident naturellement d'ouvrir et d'inspecter le réservoir qui semble fermé hermétiquement. Mais à son ouverture, une horrible odeur de putréfaction se dégage. Quelques officiers de la gendarmerie, surpris par l'odeur, vont même se mettre à vomir. À l'intérieur, un corps, en état de décomposition, flotte dans un liquide noirâtre.
Jean-Philippe Jonché est aussitôt conduit à la gendarmerie de Saint-Paul-sur-Ternoise. Cette même gendarmerie dans laquelle 6 ans plus tôt, il témoignait de la disparition soudaine de sa femme. Sur place, le juge Marquis et les enquêteurs chargés de l'enquête prennent sa déposition et recueillent ses aveux. L'homme est inconsolable. C'est à peine s'il parvient à mettre un mot après l'autre. Mais les enquêteurs souhaitent désormais qu'il se mette à parler. Alors, après avoir séché ses larmes, Jean-Philippe Jonché commence par se confier sur le fait que jamais il n'ait eu l'envie de tuer sa femme. Il confirme avoir aimé Valérie toute sa vie et peut-être plus encore depuis sa mort. Il n'avait qu'une seule envie, finir ses vieux jours à ses côtés. Alors, quand le juge Marquis lui demande la raison de ce meurtre et de toutes ces années de mensonges, Jean-Philippe Jonché reconnaît avoir tué sa femme par erreur en nettoyant l'une de ses armes à feu. Il raconte qu'au petit matin du 16 avril 2017, lui et sa femme sont aux écuries dans le futur atelier de peinture de Valérie. Tandis que sa femme s'occupe de trier de vieux cartons débordant de vêtements pour enfants, il profite de cet instant pour nettoyer ses armes à feu. Et c'est là, indique-t-il, qu'il entend une détonation soudaine. Face à lui, sa femme, Valérie, s'écroule au sol. Pensant que sa femme vient de lui faire une mauvaise blague, il s'en approche, mais découvre Valérie en train de se vider de son sang. La balle l'a atteint au niveau de la carotide. Valérie est condamnée et meurt quelques instants plus tard. Pour Mathieu Marquis et les enquêteurs, difficile de croire aux propos de Jean-Philippe Jonché. Après toutes ces années de vie commune, comment a-t-il pu condamner sa femme à moisir dans un réservoir d'eau de pluie ? Comment a-t-il pu faire comme si de rien n'était depuis toutes ces années ? Face aux questions du juge, Jean-Philippe Jonché est effondré. Il ne parvient plus à aligner un mot à la suite de l'autre sans se mettre à pleurer. Avait-il peur de perdre sa famille, d'aller en prison ? Ou est-il en train de faire passer un assassinat pour un simple accident ? Face à leurs questions, Jean-Philippe Jonché ne cesse de crier à l'erreur humaine. Il indique ne jamais avoir voulu la mort de sa femme. Il ne cesse, depuis ce jour, de penser à elle et à ce dernier regard qu'elle lui lança avant de rendre son dernier souffle. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle victoire pour le pôle Cold Case de Nanterre. La famille de Valérie Jonché va pouvoir commencer son deuil, tandis que cette dernière va pouvoir reposer auprès des siens. Vous venez d'écouter une nouvelle enquête du crime du mardi. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et ainsi découvrir l'actualité de nos publications. Merci d'avoir été au rendez-vous et à très bientôt dans le crime du mardi.